Salut à tous, c'est Carlos PC 747. Bienvenue sur la chaîne. La pire chose qui puisse arriver à un pilote est de se faire tuer en pilotant un avion. La deuxième pire chose qui puisse arriver est de survivre à un crash d'avion et de devoir faire face au traumatisme, au stress post-traumatique et au choc de l'accident. Cela m'est arrivé dans un jet il y a environ 5 ans et je veux vous en parler maintenant. Le Hawker que nous pilotions ce jour-là était très similaire à celui-ci. C'est un modèle Hawker 800. Il est confortable, économe en carburant, silencieux et il a une bonne autonomie. Cet accident dans lequel j'ai été impliqué s'est produit le 14 mars 2020 à Scottsdale, en Arizona. Nous revenions de Rogers, Arkansas. Sur ce tronçon, j'étais le copilote. Sur le tronçon précédent, j'avais été le capitaine. Le capitaine et moi étions les seuls passagers. Il n'y a pas eu de blessés. Le train d'atterrissage ne s'est pas effondré, mais les moteurs ont été détruits. Et c'était l'avion impliqué dans l'accident. Je l'avais piloté pendant 7 ans en plus, dans notre Hawker, à la fois en partie 135 et 421. Editing dates pour rien semaine. Comment les moteurs ont été détruits? Eh bien, je vais vous le dire. Scottsdale n'est pas comme la plupart des aéroports de la vallée. La ville a dépensé presque 4 millions de dollars pour poser des galets de rivière. Ces galets de rivière lisses que vous voyez sur cette vidéo, sur toutes les zones ouvertes qui n'avaient pas été pavées. De surfer un dub objectif, l'abelisme d'un rower, leur principal objectif est d'élargir un outil de décélération lorsqu'un avion quitte le côté de la piste à grande vitesse pour les ralentir rapidement. Mais le problème pour tout opérateur de jet est que lorsqu'il quitte la piste, ces pierres vont entrer dans les moteurs. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé, les détruisant. L'itinéraire de vol ressemblait à ceci. Cela avait été un vol d'environ 2 heures et demie, sans problème en route. Voici une checklist Hawker que nous avions à bord de l'avion. Nous utilisions également des checklists plastifiées pour plus de commodité et de rapidité. Une partie de la checklist d'atterrissage exige que la direction de la roue avant soit centrée. C'est-à-dire que la marque blanche est à la position 12 heures. Ce à quoi ils font référence, c'est la marque blanche sur le volant de direction ici. Il doit être à la position 12 heures avant l'atterrissage. S'il n'est pas à la position 12 heures, vous êtes censé atterrir train rentré, pas train sorti. C'est parce qu'atterrir avec un train avant qui n'est pas droit est tout simplement trop dangereux. Alors que le train avant de nombreux jets, comme les Boeing, ne tourne pas lorsqu'il est relevé et abaissé. Il le fait sur les Hawkers. Les Hawkers ont également des quilles en beryllium sur leur ventre qui sont certifiées pour 2 atterrissages train-rentrée avec des dommages minimes à l'avion. Je crois que lorsque j'ai lu l'élément de la liste de contrôle, nez centré, le capitaine ne l'a soit pas vérifié, soit il avait un biais de confirmation en ne le regardant pas de près. Certains d'entre vous se demandaient peut-être, eh bien, comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, comme j'étais le copilote ou le copilote dans le siège de droite, je lisais les listes de vérification avant l'atterrissage. Et quand j'ai lu Tiller centré, je ne regardais pas le tiller pour voir s'il était centré, je suivais simplement la checklist. C'était le travail du capitaine de regarder le tiller et de vérifier que le repère blanc était bien centré. Et ce n'était certainement pas le cas. La ligne verte ci-dessus montre que tout se passait normalement jusqu'à ce que le train avant touche le sol. Au moment où le train avant a touché le sol, l'avion a commencé à dévier vers la droite. Comme c'était le capitaine qui effectuait l'atterrissage, j'attendais de voir une action corrective, mais cela ne se produisait pas. J'ai immédiatement placé mon pied gauche sur le bas de la pédale gauche pour la pousser vers l'avant, mais elle avait déjà été poussée à fond par le capitaine. Ma pensée immédiate suivante a été « pas de direction ». Tiller, tiller, tiller. Mais je n'étais pas dans le siège de gauche. J'étais dans le siège de droite. Je n'étais pas en position d'intervenir. Nous avons quitté la piste du côté droit. Nous avons traversé la première intersection à très grande vitesse. C'était un miracle que de petits avions d'aviation générale ne soient pas là. Les lignes pointillées épaisses dans l'image ci-dessus représentent la position relative de l'avion qui a glissé latéralement pendant un certain temps avant de se redresser finalement grâce à l'intervention du capitaine. Nous avons percuté plusieurs panneaux aux 2 intersections avant de finalement nous arrêter sur une voie de circulation. Quelqu'un pourrait demander
Quelle est sa première pensée qui traverse l'esprit d'un pilote lorsqu'il fait une sortie de piste dans un jet à une telle vitesse? Eh bien, pour moi, c'était un mélange de choc et de déni. Le Hawker est construit comme une Jeep Willys. Le train d'atterrissage ne s'est pas effondré, mais l'avion a subi d'importants dommages à d'autres éléments également. Les pneus et les roues à cause du glissement latéral, les bords d'attaque des deux ailes, certains suffisamment graves pour que nous ayons eu une petite fuite de carburant, d'innombrables bosses sous les ailes, ainsi que les entrées des moteurs. Le pilote pensait que la perte de contrôle était due au fait que le système de direction de la roue avant n'était pas correctement aligné. Je suis d'accord avec le capitaine là-dessus. Ce n'était définitivement pas le cas. Il poursuit en indiquant que le pneu de la roue avant gauche n'était pas suffisamment gonflé et était usé au point que la corde était exposée. C'était à cause du glissement latéral et il a également été noté qu'un tiers de la jante était absent sur la moitié extérieure de la roue gauche. C'était aussi à cause du glissement latéral et de l'impact avec toutes ces pierres. Si une sortie de piste n'était pas déjà assez dangereuse, voici ce qui l'a rendu encore pire. Le déploiement des spoilers, l'outil principal pour ralentir l'avion, n'avait jamais été activé par le commandant. La distraction causée par le problème de contrôle directionnel était suffisamment grave pour qu'il ne l'ait pas fait. Un autre point que j'avais déjà mentionné, mais qui mérite d'être souligné à nouveau, est le biais de confirmation. Et je pense que c'est ce que le capitaine avait en vérifiant le volant de direction et pourquoi nous nous sommes écrasés. Le biais de confirmation, c'est quand votre propre préjugé prend le dessus au lieu de réellement enregistrer la position de quelque chose. Toucher les éléments résout ce problème en vous obligeant à ralentir et à vérifier la position réelle des éléments dans l'avion. Un des problèmes que j'ai rencontrés avec les nouveaux pilotes de jet, et je l'ai fait moi-même quand j'étais un nouveau pilote de jet, était de bouger trop rapidement lors de la vérification des éléments. Voici un autre équipage qui, après avoir effectué leur liste de vérification d'atterrissage, a découvert que leur train avant n'était pas droit, que la marque blanche n'était pas à la position 12 heures. Ils ont parcouru leur liste de vérification et ont atterri train rentré. Voici à quoi ressemble le formulaire de rapport d'accident de 2 pages que le capitaine et moi avons dû remplir. Voici un Hawker 400 atterrissant train rentré à Las Vegas pour une raison différente. Ils avaient perdu tout le liquide hydraulique. Ils ne pouvaient même pas descendre le train manuellement. Cependant, la quille en beryllium a fonctionné efficacement pour protéger l'avion, les passagers et l'équipage. Après 27 mois, le NTSB a publié un rapport sur cet accident dans lequel j'étais impliqué et la cause probable et les conclusions étaient les suivantes. L'incapacité du pilote à maintenir le contrôle directionnel lors de l'atterrissage pour des raisons indéterminées, ce qui a entraîné une sortie de piste. Me voici en train d'atterrir un Jet Hawker à Van Nuys. Quelque chose que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que si vous êtes impliqué dans un accident d'avion et que le NTSB ne peut pas déterminer la cause, l'accident ne figure pas sur votre dossier. Il n'est pas sur mon dossier, ni sur celui du capitaine. J'aimerais dire que ma plus grande leçon tirée de cela est que je ne volerai jamais avec un autre copilote ou capitaine à moins d'être dans le siège de gauche, mais ce n'est pas réaliste. Je veux laisser les autres apprendre et ils n'apprendront pas à moins de piloter l'avion depuis les 2 sièges. Je dirais que je ne me suis jamais senti aussi impuissant qu'après avoir quitté cette piste et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour effectuer une récupération. Et c'était un sentiment très vide. Remarquez l'avion à l'aéroport de Scottsdale lorsque ce Learjet a fait une sortie de piste des années plus tard de l'autre côté. Le pilote a été tué après avoir percuté un avion stationné. Les passagers ont survécu. Il y avait une personne, une hôtesse de l'air, à bord de l'avion stationné. Quand je suis rentré chez moi et pendant plusieurs semaines, j'ai ressenti, je pense, un trouble de stress post-traumatique et j'aurais probablement dû demander de l'aide, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas vraiment familier avec cela et je n'avais jamais ressenti ce genre de choses à la fois émotionnellement et quelques autres éléments que je n'ai pas vraiment besoin d'aborder. Mais il suffit de dire qu'avec le temps, c'est parti tout seul et je suis passé à autre chose. Bien que je n'ai pas volé pendant 14 mois après l'accident, cela a ouvert d'autres portes. Une opportunité pour moi de piloter la Reine des cieux, le 747. Si vous aimez cette vidéo, faites-le moi savoir.
Aimez et abonnez-vous, et merci beaucoup d'avoir regardé.